La photo aérienne que vous découvrez me permet de vous montrer le premier des problèmes liés à l'attraction des métropoles. En effet, vous avez sous les yeux un gigantesque embouteillage à Los Angeles, certes un peu exceptionnel car lié à la fête très familiale de Thanksgiving qui célèbre l'arrivée du Mayflower, donc des fondateurs du rêve américain. Vous pouvez voir qu'une douce voie est complètement saturée, que les parallèles aussi, les seuls vides sont liés à des feux de signalisation. Et c'est lié à la combinaison d'une quantité gigantesque de population et d'une taille très grande aussi de la ville. En effet, sur cette deuxième carte, regardez l'échelle. Donc là, ça représente 10 km, donc on a 80 km de longueur quasiment. On a le quart de la superficie de l'île-et-Vilaine sur une seule ville. Dans le détail, j'ai indiqué des quartiers plutôt huppés, ici Beverly Hills, Santa Monica, et le comté d'Orange autour de Santa Ana, qui est la technopole le technopole de Los Angeles, qui fait que probablement ceux qui sont là viennent travailler ici, ce qui fait 60 km à l'aller, 60 km au retour. Donc ce qui pourrait être décourageant, mais les noms prestigieux comme celui-ci, Hollywood, Malibu, Long Beach, peuvent vous faire comprendre l'attraction de la ville. Beaucoup de gens viennent, vous avez 18 millions d'habitants, mais comme Los Angeles n'est pas construit en hauteur, tout le monde veut un pavillon et un jardin. Ce qui fait que dans cette ville-jardin, où on veut voir le retour de la nature, eh bien, on a une ville très très étalée, ce qui fait un recours massif à l'automobile, ce qui est un peu paradoxal dans une ville qui veut de la nature. Ce n'est pas tout à fait la même chose en France, ici c'est un schéma un petit peu différent, mais c'est aussi de l'étalement. Ça s'est produit de la manière suivante. D'abord, on commence entre le 19e et les années 70 à avoir un centre plutôt élevé avec des constructions de taille moyenne pour à la fois densifier mais respecter le caractère historique, le péricentre étant pavillonnaire. Ensuite, dans les années 30 à 50, les banlieues vont se former avec des grands ensembles en hauteur. On va aussi, pour la reconstruction, essayer d'être plus rapide, d'où ces grands ensembles, comme ça on a du monde rapidement, en peu de temps. Puis ensuite, comment dire, alors qu'ici on avait des quartiers plutôt mixtes et de classe moyenne, la dégradation des banlieues, le coût du centre et l'envie d'avoir des maisons font que va s'opérer la périurbanisation, donc autour de noyaux ruraux et de petites villes, et donc on construit des lotissements, le tout faisant des métropoles, une forme d'agglomération, puisque ce périurbain est relativement proche, même si parfois on est au-delà de la métropole et on est dans d'autres couronnes périurbaines. Alors évidemment, tout ça rallonge les trajets. Alors ça va nous donner des trajets domicile-travail vers les centres ou vers les centres commerciaux proches des villes. Alors je vous ai mis en rouge tous les embouteillages liés au trajet domicile-travail. Par exemple là à Rennes, le matin vous avez de Cervon-Noyal jusqu'à Rennes, en fait un ralentissement. On est à moins de 50 km/h sur 5 à 10 km. Ici, tout le monde arrivant de plusieurs communes vers Rennes, eh bien, tous ceux qui arrivent sur le côté ne peuvent pas passer au rond-point. On a encore un bouchon. Et là, c'est le soir. Tous ceux qui veulent repartir par la rocade ou par ici, sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer sur la rocade. Donc tous les jours, c'est comme ça. Le samedi, c'est ici, tous ceux qui viennent là et qui voudraient aller sur les zones commerciales sont bloqués par ceux qui viennent de Rennes et qui bloquent le rond-point. Idem ici, tous ceux qui voudraient aussi aller dans la zone commerciale sont obligés de stagner sur un rond-point parce que tous ceux de Rennes sont bloqués, ce qui fait que ceux qui aimeraient aller à Rennes ne peuvent pas passer. Donc voilà, le samedi après-midi, entre guillemets, Rennes est interdit pour ceux qui habitent là, parce que c'est mal conçu, les équipements sont dépassés par, par le flux. Et ça donne ça. Ça donne des embouteillages qui sont contraires au développement durable de trois manières. Donc c'est inefficace économiquement, évidemment, on ne peut pas aller vite. C'est socialement inefficace, c'est du stress, on est bloqué. En plus, on le sait d'avance qu'on va l'être. Et puis au niveau pollution, évidemment, puisque tout ça, c'est du CO2 en plus. Donc voilà, trois aspects qui font que l'attraction pour les villes, qui normalement nous améliore la vie, en fait, nous la dégrade. Alors, le deuxième grand problème est celui de la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire vous avez des individus dans des quartiers homogènes, ce qui fait qu'ils sont séparés des autres. Alors, quatre
quatre archétypes. Hein. Donc ici, le vieux centre historique réservé soit aux plus riches, soit parfois aux plus pauvres, parce que tout simplement, ils ont un vieux patrimoine. Dans des habitats dégradés. Le beau quartier, ici on est dans le quartier, tous ces exemples sont pris autour de Rennes ou dans Rennes. Donc le quartier Sévigné-Fougères avec les belles maisons, donc évidemment réservées à une partie de la population des déciles les plus riches. La banlieue de grands ensembles, donc plutôt au départ classe moyenne et maintenant plutôt populaire. Et le lotissement périurbain. Donc, pas réservé à une classe particulière. Plus on est près, plus le lotissement est réservé à des classes, aisées. Et donc, plus on s'éloigne, plus les prix sont bas. On le voit sur ce schéma-là. Vous voyez, ça, c'est le prix au mètre carré, non pas constructif, mais d'une maison. Donc, regardez, Champ-de-Pie et son collé à Rennes, on est aux alentours de 3 000 € le mètre carré. Quand on s'éloigne un tout petit peu, Verne, Assigné, Noyal, on est aux environs de 2500. Hein. Et quand on est plus loin, Janzé, Servon, on est à 2000. Et Amanlis, qui est plutôt plus près, est moins cher parce qu'en fait, il y a un petit bout de deux voies là qui fait qu'on doit rejoindre la 4 voies. Donc on est plus près, mais en fait, on met un petit peu plus de temps. Et du coup, c'est un petit peu moins cher. Alors, cette ségrégation, évidemment, prend des formes plus spectaculaires. Ici, on est... Et puis d'autres formes, tout simplement. Là, on est dans le Bronx, on est juste au nord de Harlem, de Central Park du cœur de New York. Donc c'est un habitat qui est dégradé, proche du centre. C'est le ghetto à l'américaine. Là, on est dans le bidonville des pays émergents ou sous-développés, avec Tijuana, la frontière mexicano-américaine. Là, c'est le quartier de Molenbeek en Belgique, que vous connaissez peut-être, parce que c'est un quartier dont sont originaires une partie des terroristes des événements des années 2015. Donc un quartier secoué par le radicalisme islamiste. Ou les banlieues françaises. Là, c'est la carte des émeutes de 2005. Donc, par exemple, à Rennes, au Blône, vous aviez eu des voitures brûlées pendant quelques journées. Donc, ça signale ces endroits en bordure des villes. On n'est pas dans le périurbain, on est dans la banlieue, donc on est dans la ville-centre, mais au bord de la ville-centre. Et les difficultés de ces quartiers homogènes nous montrent les violences que ça peut développer, et nous soulignent que ce n'est pas très durable comme modèle d'avoir une ségrégation socio-spatiale, parce qu'il y a des écarts qui sont trop grands, qui sont trop visibles, puisque les quartiers différents sont trop proches. Le troisième problème est celui de l'environnement. Alors ici, vous avez plusieurs éléments qui montrent la dégradation de l'environnement. C'est lié à la ségrégation. Tenez, regardez ici le fait que dans des quartiers moins riches, eh bien, l'environnement est dégradé. Donc là, c'est de la salubrité. On ose imaginer la qualité de l'eau que vous avez ici. C'est aussi lié à l'étalement. Par exemple, le périurbain va prendre des terres agricoles. Donc c'est un problème d'utilisation des ressources. La masse de population ne crée pas que de l'étalement, il propose aussi un problème de gestion de tout ce qui est rejet. Alors ça peut être l'eau ou les déchets. Là on vous dit 2000 tonnes par jour, donc à Nairobi au Kenya, dans cette décharge près de la capitale kenyane. Plus on est nombreux, évidemment, plus il y a de déchets. Et en plus, dans les PMA, c'est encore plus difficile à gérer. Et la dernière chose liée à la masse de population à l'étalement, c'est le problème de la pollution par les rejets atmosphériques. Donc une double pollution. Les rejets automobiles, c'est à la fois la pollution pour la santé avec les particules qui vont créer une surmortalité. C'est aussi l'augmentation de l'effet de serre. Et l'augmentation de l'effet de serre a comme conséquence ultime de multiplier les épisodes climatiques violents et donc créer des morts par ces épisodes. Et donc évidemment tout ça est d'autant plus délicat à gérer quand on est plus pauvre. Et les PMA ont du mal à gérer pour des raisons financières et technologiques pour essayer de limiter tous ces problèmes. Alors dans une vidéo suivante, on va voir ce qu'on peut faire contre tout ça.